Derrière ChatGPT que tu utilises comme assistant personnel, il y a des hommes qui travaillent pour la machine, qui l'accompagnent, l'imitent, l'entraînent. L'intelligence artificielle aujourd'hui est artificielle. C'est-à-dire qu'elle n'existe pas sans collaboration humaine. Je poursuis mon exploration des servitudes numériques en revenant sur un concept dont j'ai discuté dans l'épisode 4 de notre thématique sur nos servitudes numériques. C'est celui de corps cachés, de corps honteux, que j'avais identifié dans ma lecture de Le Double, Voyage dans le monde miroir. Est-ce que tu t'en souviens, Olivier? On avait vu dans la précédente vidéo que ce corps caché, c'était le revers de notre consumérisme. C'était le corps mobilisé des enfants dans les mines de cobalt, des ouvrières du textile au Bangladesh, des Ouïghours contraints au travail forcé en Chine, des corps racialisés ou précarisés. Et on disait que c'était sur ce corps caché que reposait l'infrastructure matérielle de notre monde, soi-disant virtuel. Il y a évidemment le travail délocalisé effectué par une main-d'œuvre bon marché pour fabriquer nos jeans au Apple, dans cette chaîne logistique numérique et mondialisée. Mais il y a également tout un travail humain imperceptible qui nourrit les algorithmes des plateformes numériques et fait tourner les machines depuis l'Asie du Sud-Est ou l'Afrique. Tant que ces corps demeurent invisibles, les pays riches peuvent continuer à faire comme si et à croire à l'affection de leur innocence, ce qui permettait au capitalisme numérique et consumériste de tourner sans résistance intérieure. Le corps honteux serait donc celui de cet autre lointain, ce travailleur peu ou pas protégé, voire totalement exploité et asservi, qui fait tourner la machine. On peut aller encore un peu plus loin sur cette notion de corps caché. Le corps caché n'est pas seulement celui de cet autre lointain, un peu abstrait, mais mon second corps, mon corps réel. Le corps caché commence en nous, par ce dédoublement qui s'opère insidieusement entre le moi numérique et le moi réel. Le premier, le moi numérique, devient la source de mes investissements libidinaux, narcissiques, celui qui va m'aider à me définir au regard des autres. Or, plus on bascule dans ce monde fluide, ludique, intuitif des réseaux sociaux, moins nous supportons la contradiction de ce réel qui cogne. On ne veut plus se voir qu'à travers le filtre flatteur d'Instagram. On ne veut plus s'émouvoir, s'indigner qu'à travers les écrans. Et ces comportements font tourner l'économie numérique, car l'énergie qu'on dépense, qu'on consomme, qu'on consume pour construire ce moi numérique a une valeur, mais ceci entraîne une crise éthique. Ce temps, cette énergie qu'on consacre à modeler son moi, à assurer son personal branding, sont autant de façons de ne pas voir clairement en soi, de ne pas voir clairement les autres, et de ne pas voir clairement le monde et les liens qui unissent les hommes. Chacun seul sur sa planète, chacun dans son égoïsme collectif, c'est ça qui rend possible l'exploitation, l'avilissement de ces travailleurs à l'autre bout de la planète. Ça commence donc par notre propre asservissement volontaire, par ce pacte faustien numérique qu'on a signé. Débarrasse-toi de ta vie réelle et je te promets une vie virtuelle heureuse. Waouh, c'est passionnant. Mais permets-moi de revenir sur ce que tu disais un peu plus tôt, sur l'énergie, le temps qu'on dépense. Il n'est pas dépensé en pure perte, il est converti en valeur. Ça constitue un travail, le travail social en réseau. C'est vraiment le champ sur lequel se penchent les sociologies du numérique, qui s'intéressent au digital labor, c'est-à-dire aux formes du travail qui sont induites par le numérique et l'IA aujourd'hui. Attention, on ne parle pas là de métiers surqualifiés, mais au contraire de la façon dont la technologie va redessiner le geste productif en micro-opérations sous-payées et gratuites afin d'alimenter une économie qui repose sur les données. C'est pour cette raison que le sociologue Antonio Casilli parle dans son livre En attendant les robots d'un travail du clic. Voilà, le clic, c'est le geste productif par excellence. C'est le doigt qui like, c'est le doigt qui swipe, qui presse le bouton Enter. Ça peut paraître surprenant, n'est-ce pas? C'est vrai, Olivier. Mais plus tant que ça, si on comprend comment se crée la valeur dans l'économie numérique. On en avait parlé dans un épisode précédent consacré à Shoshana Zuboff, avec la notion de plus-value comportementale. Je cite: le capitalisme de surveillance extrait de la plus-value non plus du travail, mais de nos comportements, de nos expériences sociales. En somme, ce nouveau stade du capitalisme nous surveille, par le biais des nouvelles technologies du numérique, pour modéliser nos comportements futurs, qu'il monétisera sur une place de marché à des clients, des marques en somme, séduits par la perspective d'orienter nos comportements vers l'achat de leurs produits. Fin de la citation. Dans En attendant les robots, Casilli vise ces deux types de valeurs
D'une part, la qualification, la personnalisation, apprendre à mieux vous connaître. D'autre part, la monétisation. Mais il vise aussi une troisième source de valeur, l'automation, qui est certainement la plus cruciale aujourd'hui pour la valorisation et la levée de fonds des startups, de GAFAM et autres licornes. Mais c'est aussi celui qui repose le plus sur l'invisibilisation du travail fourni par nous autres humains. Ce travail, ce sont les données qu'on produit sur Internet, qui vont servir à entraîner les algorithmes et les IA. C'est-à-dire, ce sont des outils qui laissent miroiter aux yeux des investisseurs des gains massifs de productivité et une rentabilité accrue pour les entreprises qui remplaceraient la coûteuse main-d'œuvre humaine par les technologies numériques et l'IA. Et c'est notre corps caché qui est au travail. Mais il y a clairement une dilution de ce travail dans l'aspect ludique et intuitif des plateformes, qui ne se présentent que comme des facilitateurs, des intermédiaires, et non pas comme des entreprises classiques qui vendent un produit à un prix déterminé. Oui, c'est le cas avec Uber, que cite Kazili. On va croire que la plateforme Uber met en relation des chauffeurs et des usagers clients, que la plateforme permet de faire se rencontrer une offre et une demande en fixant le juste prix de la course, avec des critères qu'on va rentrer comme le nombre de personnes connectées sur la zone, la météo, le trafic. Uber met ainsi à disposition sa technologie et se rémunère en percevant un pourcentage sur le prix de la course. Mais attention, ça c'est pour la partie visible de l'iceberg, parce que l'essentiel de la valeur produite est ailleurs. Il y a en gros toutes ces actions que le chauffeur et l'usager font sur l'appli. Les infos qu'ils rentrent, les notes qu'ils attribuent avec des étoiles, mais aussi la géolocalisation et les gens passent. Ces données vont former le surplus comportemental, qui permet d'améliorer et de personnaliser le service de la plateforme, mais aussi de monétiser ces données auprès d'entreprises tierces. Il y a enfin une troisième source de valeur, car plus les acteurs sont gros, comme Facebook Meta ou Google, plus il y aura de quoi nourrir une IA qui est gourmande en data, avec l'ambition derrière d'automatiser le travail, de recourir de moins en moins à l'humain. C'est un business model que j'ai fini par comprendre assez tardivement, en lisant que les voitures autonomes produites par Tesla intéressaient moins Musk comme un vaste marché potentiel à conquérir que comme une source dingue de captation de données. Tu imagines un peu le nombre de données que tu captes en gérant les déplacements des gens, tu te familiarises avec leurs habitudes, avec leurs trajets, leurs horaires, tu leur permets d'écouter leur musique dans la voiture, de regarder un film, et tu te familiarises avec leurs goûts, leurs préférences. Et c'est ça le vrai gisement de valeur derrière le côté waouh d'une voiture sans conducteur. Derrière ces voitures sans conducteur, en fait, il faut aujourd'hui une foule d'interventions humaines. En amont, il faut enseigner la conduite à la voiture. Les passagers ont certaines actions à réaliser. Ils participent aussi à la conduite. Ils communiquent avec le support technique. Et il y a aussi l'entraînement. L'entraînement de la voiture à reconnaître les éléments de l'environnement qui sont captés, genre les panneaux, les animaux. Et pour ça, il faut une supervision humaine. C'est-à-dire des milliers de petites mains qui annotent des images, qui vont les étiqueter pour apprendre à la machine à mieux distinguer ce qui est autour d'elle. C'est une question de sécurité. Alors discrètement, tout le monde œuvre à l'affection d'une IA autonome, aussi bien le passager à San Francisco que les micro-travailleurs du Sud qui sont très mal rémunérés pour des tâches dévaluées. C'est donc ça, Digital Labor? Oui, exactement. Le Digital Labor, c'est ce travail tâcheronisé et datafié qui sert à entraîner les systèmes automatiques. Or, cette réalité est masquée par un grand récit sur l'automation complète, sur l'IA générale. Tout ça, c'est une fiction. C'est du storytelling. Derrière ChatGPT que tu utilises comme assistant personnel, il y a des hommes qui travaillent pour la machine, qui l'accompagnent, limitent, l'entraînent. Le coup de bluff technologique est de prétendre que l'horizon que dessine l'utopie technologique s'écrira sans l'humain. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. L'IA a besoin de petites mains, de jobs mal payés, qui requièrent peu de qualifications et juste du bon sens. Ce dont manque l'IA, dont on vante tant les possibilités. Au fond, écrit Kazidi, l'intelligence artificielle aujourd'hui est artificielle, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas sans collaboration humaine. Pour entraîner l'IA, corriger certains biais, comme on l'a vu, mais pas seulement. Ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, quand Amazon a lancé une chaîne de magasins sans caisse où les produits dans les paniers consommateurs seraient détectés par l'IA. Super, épatant, incroyable argument marketing. Sauf qu'en 2022, 700 transactions sur 1000 avaient besoin d'une intervention humaine. Et plus de 1000 personnes étaient employées en Inde par Amazon pour regarder les images, classer les articles et les attribuer aux clients. Derrière l'IA, il y avait donc le travail de petites mains. Devant la polémique, Amazon a dû faire marche arrière. Mais cet exemple est symptomatique. Ouais, il est symptomatique.
car la phase de séduction de l'IA et des technologies numériques est indispensable pour mettre en concurrence le travail humain avec celui machinique, et ça pour casser le coût du travail. Le bluff technologique, pour reprendre ton expression, ne signifie pas qu'on va transférer le travail humain vers la machine, mais qu'on va remodeler le travail humain pour qu'il vienne en support des machines. Nuance. C'est en quelque sorte une sophistication de la division du travail, ce que Kazili appelle la tâcheronisation. Non plus exercer un métier, mais des tâches. Voilà ce que c'est le digital labor. Au fond, l'intelligence artificielle nous bluffe parce qu'elle produit les signes de l'intelligence, mais ça ne reste qu'une histoire de séduction. Au fond, ce n'est pas la machine qui se met à penser comme l'homme, mais l'homme qui se met à penser et à agir comme une machine. Je m'explique. La machine affiche de l'intelligence. Je dis bien elle affiche, hein. Elle en produit les signes. Mais derrière, il y a des algorithmes avec des instructions, des variables. L'IA n'improvise pas. Ce sont une succession d'opérations, de tâches atomisées auxquelles les humains vont devoir s'adapter. Nous cliquons, 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 cliquons. On connaît désormais bien les fermes à clics et leur rôle pour faire gagner en visibilité les marques, les influenceurs, en visionnant des vidéos, en likant, en commentant à notre place. Ça alimente toute l'économie de la viralité. Et c'est industrialisé. Il y a des usines en Chine où des centaines de travailleurs font ça toute la journée dans d'immenses entrepôts. Et ils sont rémunérés une misère pour accomplir des tâches stupides. C'est pas très différent finalement de ce qu'on fait nous ici. Dans notre coin, sans en avoir forcément conscience, on agit de la même façon. Prends reCAPTCHA. Tu sais, c'est un service de Google qui permet de distinguer les humains des robots quand tu te rends sur un site. C'est un service de sécurité en fait. Eh bien, pendant longtemps, les mots que tu devais saisir aidaient en fait à la numérisation des livres. Maintenant, il y a des photos. Tu dois reconnaître des feux de circulation, des vélos, des marches. Et là aussi, ça permet de corriger et de consolider les données amassées, traitées, digérées par l'IA. Et c'est là tout le travail que tu accomplis pendant que tu te rends sur les réseaux sociaux, que tu produis des contenus, que tu interagis, qui est une sorte de travail gratuit. Oui, mais le maître mot ici, c'est travail. Parce que je suis sûr que certains tiquent en entendant travail pour décrire notre activité sur les réseaux sociaux. Parce qu'on pense y aller quand on veut, que c'est ludique, que c'est intime, que c'est informel. Et ça marche. Les techniques de captation de l'attention fonctionnent. On l'a vu dans une précédente vidéo. Les plateformes réussissent à invisibiliser le travail. Et ça, à mon avis, c'est aussi grâce à un détournement du langage. On fuit partout le mot travail, travailleur. Tu n'as qu'à regarder les conditions générales d'utilisation sur Internet. D'un point de vue juridique, il s'agit de contrats d'adhésion, et non de contrats de travail. Les plateformes insistent sur leur rôle de mise en relation entre des usagers, des entrepreneurs indépendants, des bénévoles et eux. Les conditions générales d'utilisation sont déresponsabilisantes pour les plateformes. Prends Uber Eats. Les livreurs sont des partenaires indépendants. Et la société derrière, donc Uber Eats, n'assure aucun service de livraison ou de logistique. C'est ce qu'elle garantit, c'est une blague. Kazili nous dit qu'en fait les CGU reflètent davantage les fantasmes d'affranchissement du droit des plateformes que la réalité d'une situation peu flatteuse. Ces plateformes captent de la valeur, mais ne veulent assurer en retour qu'un minimum de contrepartie quant à la rémunération ou la protection sociale. Parfois ça marche, parfois moins, comme lorsque des chauffeurs Uber obtiennent la requalification de leur contrat en contrat de travail. Mais là encore, je te parle de la partie visible de l'iceberg, car pour nous autres, les amateurs, on signe ces conditions générales d'utilisation sans regarder, ni même contester. Quand un photographe publie sur Instagram son travail, il le met à disposition gracieusement. C'est un professionnel, un artiste, qui mise ainsi sur le surcroît de visibilité que va lui offrir la plateforme, qui de son côté le considère comme un amateur qui se fait plaisir, s'adonne à sa passion, donc qui n'a pas à être rémunéré. L'amateur, le peintre du dimanche, c'est sympa, il partage ses toiles, il peut recevoir des avis, les montrer à ceux qu'il aime. Et puis, il entraîne l'IA gratos. En gros, plus c'est gratuit, plus le vocabulaire va valoriser la créativité, la liberté, le modèle de l'artiste, de l'auto-entrepreneur, tous ceux qui sont prêts à des sacrifices aujourd'hui pour, peut-être, qui sait, en vivre demain. On nous traite comme des amateurs qui s'adonnent à un loisir récréatif et qui regardent avec envie et admiration ceux qui vivent de leur activité, comme les influenceurs. Quand tu écoutes les interviews de Squeezie, par exemple, l'un des youtubeurs les plus influents en France, il répète souvent qu'il a une chance dingue de s'amuser tous les jours et de gagner sa vie avec son activité. À nous, il reste juste la chance de s'amuser tous les jours.
On disait en marketing que si c'est gratuit, c'est que tu es le produit. Avec les plateformes, si c'est gratuit, c'est que tu travailles à cette gratuité. C'est beaucoup moins amusant, n'est-ce pas? Donc tout est fait pour que le travail ne soit pas perçu comme du travail. On cherche à invisibiliser le travail, soit par le discours et le langage, soit par le biais de l'intermédiation ou l'interface technologique, la plateforme faisant écran à la réalité des conditions de travail. C'est la facilité du clic. C'est clair. Mais j'ai une dernière question, Olivier. Bah vas-y, Olivier, je t'en prie. Qu'est-ce que je fiche ici? Bah voilà, on parle du corps caché, du corps honteux, et j'ai voulu faire apparaître symboliquement mon moi numérique et mon moi réel à l'écran. Et c'est lequel le moi numérique? C'est toi ou c'est moi? Lequel imite qui? Je l'ignore, Olivier, je l'ignore. Tout ce que je peux te dire, tout ce que je sais avec certitude, c'est que dans cet épisode, nous n'avons ni l'un ni l'autre eu recours à l'intelligence artificielle.